Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Cécilia d'avoir, avec Olivier Jacquin et son équipe, préparé ce webinaire, qui est le premier webinaire public de cette convention Europe. Et vraiment, grand merci à Dominique Méda et à Nicolas Schmitt d'avoir accepté notre invitation, parce que c'était pour nous symboliquement important de faire ce premier webinaire sur ce sujet des droits des salariés, des droits des travailleurs des plateformes. C'est évidemment un combat emblématique pour la gauche sur le chemin du progrès social et de la défense du salariat, mais c'est aussi l'illustration qu'il y a des commissaires socialistes qui mènent des combats de gauche au sein de la Commission, qui ont des résultats, et que l'Europe n'est pas seulement, comme elle est présentée parfois, un verrou libéral, c'est aussi un levier de progrès social et de progrès écologique dans d'autres domaines, avec Frans Timmermans, quand on s'y met et quand on arrive à articuler l'action au sein de la Commission, la bataille des intellectuels, l'action des parlementaires, l'action de la société civile. Et puis pour terminer, c'est aussi un symbole en France, puisque je pense que ça sera rappelé dans la soirée, mais la France fait partie des États qui aujourd'hui freinent, s'opposent à l'adoption de cette directive, cherchent à en altérer le sens. Donc non seulement le progrès social peut venir de Bruxelles, mais Bruxelles peut être aussi un point d'appui pour mener la bataille politique sur le terrain national face à un gouvernement libéral. Donc vous voyez beaucoup de raisons d'inviter ce soir Dominique Méda et Nicolas Schmitt. Merci aussi à Dominique Méda en tant qu'intellectuelle engagée à gauche, mais indépendante, de venir partager ses réflexions avec nous. Et c'est aussi très important pour nous de faire cette ouverture européenne en direction du monde intellectuel, en direction du mouvement social, pour alimenter notre réflexion pour la préparation des élections européennes. Voilà, je me limite à ces quelques mots qui donnent les raisons et le sens de cette soirée. Je remercie toutes celles et ceux qui sont en ligne, plus de 120 personnes qui sont déjà là, c'est très positif. Et je laisse Olivier mener la soirée en le remerciant encore pour son engagement. Merci à toi, Christophe, pour cette belle introduction. Alors effectivement, notre webinaire s'appelle « Les plateformes à l'assaut du droit du travail. Quel statut pour les travailleurs, travailleuses des plateformes numériques ?» On aurait pu l'appeler « L'Europe au secours des droits sociaux des travailleurs de plateformes ». C'était le titre d'une tribune que Libération m'a diffusée l'an dernier, car effectivement, pour les Français, la proposition de Nicolas Schmitt apparaît comme une issue heureuse, puisque le gouvernement Macron, qui est pro-plateforme, voire le dossier des Uber Files, avec ce président de la République qui a assumé son appui délibéré aux plateformes de travail, plutôt que de protéger les travailleurs des plateformes. Alors, nous avons effectivement la chance d'avoir le socialiste Nicolas Schmitt, luxembourgeois, un commissaire européen luxembourgeois, paradoxe pour certains, qui vient au secours des travailleurs de plateforme et vient apporter une belle réponse au libéralisme et au macronisme. Alors, tu auras 15 minutes à peu près, Nicolas, pour présenter tes travaux et ces directives extrêmement intéressantes. Et puis, Dominique Méda, qui est bien connu en France, bien connu des sphères de gauche, la sociologue des mutations du travail d'une manière générale. Tu as co-dirigé avec Sarah Abdelnour les nouveaux travailleurs des applis et tu mènes tes recherches sur le capitalisme de plateforme notamment. Alors, par ta présence, nous pourrons dépasser stricto sensu la question de l'ubérisation pour parler des mutations du travail et évoquer plus loin que les seuls travailleurs de plateforme, car l'ubérisation est un arbre qui cache la forêt. Tu nous permettras d'ouvrir le sujet. Alors, pour notre famille politique, la priorité est bien la défense des droits des travailleurs. C'est le thème de ce premier webinaire. Nous cherchons, socialistes, des solutions conformes au salariat, alors que l'aspiration à plus d'autonomie questionne le salariat lui-même. C'est une difficulté de cette question. Alors, tout d'abord, Nicolas Schmitt pour une quinzaine de minutes. Dominique Méda lui succédera. Je reviendrai un peu sur la situation française et je vous ferai découvrir un leader syndical magnifique qui sera notre invité, qui a créé une coopérative. Puis, vous aurez la parole avec les questions que vous pouvez déjà poser dans le chat ou en levant la main. Merci à vous. À toi la parole, cher Nicolas.
Merci, bonsoir, bonsoir Olivier, bonsoir Dominique, bonsoir Christophe. D'abord, c'est un très grand plaisir et un grand honneur aussi de participer à cette convention et surtout avec toi Olivier, on avait l'occasion déjà de débattre sur ce sujet au Sénat et je ne peux que te féliciter pour ton combat personnel pour les intérêts des travailleurs des plateformes en France et au-delà en Europe et même au-delà de l'Europe. Je pense que cette thématique des plateformes, en fait, reflète une évolution plus générale parce que nous constatons que le monde du travail est en train de changer fondamentalement. Je le dis devant une experte comme Dominique qui vraiment connaît beaucoup mieux les mutations du monde du travail. Et nous constatons d'ailleurs dans beaucoup de domaines, au-delà des plateformes d'ailleurs, un problème, une question de précarisation du travail. C'est-à-dire tous les acquis qui ont été obtenus au fil je dirais, des décennies en matière de protection sociale, en matière de droit du travail, soudain est remis en cause directement ou en quelque sorte un peu subrepticement pour des modèles de travail qui finalement, sous couvert d'indépendance, de flexibilité, d'autonomie de celui qui travaille, en fait prive le travailleur des droits qui normalement devraient être les siens ou les siennes et en fait représente une régression terrible parce que, comme je l'ai lu dans votre résolution que vous préparez pour, je crois, l'Assemblée nationale, il y a un retour un peu au 19e siècle avec les tâcherons qui fonctionnaient comme ça à la demande, sans droit, sans protection. Et nous avons vu d'ailleurs pendant le Covid comment beaucoup de travailleurs des plateformes ont souffert parce qu'ils n'avaient pas de protection sociale, il n'y avait pas de protection santé et surtout des jeunes. Et donc, il est absolument indispensable de changer cela parce que on parle de plateforme maintenant de livraison, mais ça va bien au-delà des plateformes de livraison. Ce n'est qu'un élément, c'est peut-être que la pointe de l'iceberg. Parce que si le modèle des plateformes tel que conçu, comme tu l'as appelé ubérisation par Uber au départ et par quelques autres, fait école, eh bien, on verra le modèle des plateformes se développer parce qu'effectivement, s'il y a une voie pour finalement réduire les protections sociales, donc en fait les contributions, les cotisations sociales que les employeurs doivent payer, eh bien, ce modèle fera école. Donc il est pour nous, à l'échelle européenne, important dès le départ, dès le début de cette commission, de travailler sur les conditions des travailleurs des plateformes. Cela fait partie de ma mission, de ma lettre de mission qui m'a été donnée par la présidente. Et je dois dire, si ce point figure dans ma lettre de mission et dans le programme de cette commission, c'est aussi un mérite du groupe socialiste au Parlement européen et des démocrates qui, dès le départ, ont demandé à ce que ce point figure dans le programme de cette commission. Et je me rappelle très bien qu'avant les élections, il y a eu beaucoup de travail préparatoire pour effectivement répondre à ce défi majeur auquel les travailleurs des plateformes sont confrontés. Donc, on a proposé en décembre 2021 une directive. Je dois dire tout de suite, peut-être cette directive ne répond pas en tout point à ce que j'aurais voulu faire, parce que la commission, c'est aussi un collège de 27 membres avec différentes sensibilités, mais je crois que c'est un vrai compromis de progrès, comme certains ont appelé. C'est un vrai compromis de progrès parce qu'il établit effectivement, où il rétablit d'abord les droits des travailleurs des plateformes, il permet de reclassifier ceux qui sont mal classifiés, et nous pensons que sur les 28 millions de personnes qui travaillent pour des plateformes, et bien sûr pas uniquement des plateformes in situ, ceux qui livrent, ceux qui
sont directement engagés dans des travaux en lieu et en place, mais il y a beaucoup de travailleurs aussi sur les plateformes qui sont online et uniquement online. Si on prend uniquement ceux qui sont directement in situ, on pense que plus de 5 millions de travailleurs à l'échelle européenne devraient être reclassifiés. Donc, on travaille d'abord pour ces plus de 5 millions, et j'ai vu qu'en France, il y a des dizaines de milliers de travailleurs qui attendent une reclassification. Alors, quelle est la méthode qu'on a choisie? D'abord, je tiens à dire qu'on a mené de très larges consultations, y compris d'ailleurs avec les plateformes. Et le monde des plateformes n'est pas un monde parfaitement homogène. Il y a différents types de plateformes, il y a d'ailleurs différents modèles. Il y a des plateformes qui reconnaissent le statut de travailleur, qui donnent d'office les droits de sécurité sociale, etc., qui reconnaissent le statut de travailleur. Puis il y a les plateformes qui, sous couvert de flexibilité, etc., et toujours en invoquant le désir des travailleurs de plateforme qui veulent rester des indépendants, bien sûr, ne le font pas. Donc, après cette consultation, on a travaillé sur cette directive qui, en fait, a trois ou quatre points forts. Le premier, c'est bien sûr la classification, parce que tout est relié à la classification des travailleurs. Et d'ailleurs, il y a en Europe maintenant près de 150 jurisprudences qui clairement ont, pour la plupart, reclassifié en tant que travailleurs les travailleurs des plateformes, donc du statut d'indépendant vers le statut de travailleur. C'est le cas en France, mais c'est un peu le cas, vous le dites d'ailleurs dans votre résolution, dans beaucoup de pays, y compris d'ailleurs même dans des pays comme les États-Unis, y compris en Californie d'ailleurs, où on a vu cette reclassification. Donc, comment est-ce qu'on peut faciliter la reclassification pour le travailleur? Parce que c'est un chemin de croix quand même pour obtenir individuellement la reclassification. Donc, on a introduit cette notion de présomption de salariat. Présomption de salariat pour dire qu'a priori, s'il y a un problème, si le travailleur considère qu'il est mal classé, il y a une présomption de salariat. Alors, le compromis a été de mettre des critères qui définissent un peu la situation de travailleur. Vous savez qu'il n'y a pas de définition unique en Europe du travailleur. On a toujours jusqu'à présent échoué. On n'a pas réussi à avoir une définition unique du travailleur dans l'Union européenne. Il y a des pays qui n'en veulent pas parce qu'ils sont très attachés à la définition nationale du travailleur, encore que la Cour de justice européenne nous donne des éléments pour définir le travailleur. Et sur base d'ailleurs des jurisprudences des différents pays, on a établi un certain nombre de critères pour effectivement activer la présomption de salariat au profit du travailleur. Bien sûr, en contrepartie, en quelque sorte, on a aussi en même temps permis l'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que ce n'est pas au travailleur de démontrer qu'il est un travailleur et non pas un indépendant, c'est après à la plateforme de démontrer qu'effectivement c'est un indépendant. Donc, on a cette inversion de la charge de la preuve dans un processus de requalification. Donc, ça, c'est le cœur même de la directive et affaiblir ce cœur-là, notamment sur la présomption, et c'est ça le débat actuellement au Conseil, parce que certains pays, y compris la France, ont des positions plutôt négatives, voire hostiles à cette notion de présomption de salariat. Effectivement, si on enlève cet élément de la directive n'apporte pas grand-chose, parce que ça, c'est le cœur même du processus et du rétablissement des droits des travailleurs des plateformes. Un autre point qui est bien sûr fondamental, c'est l'algorithme. Il n'y a pas de plateforme sans algorithme et d'ailleurs, les algorithmes maintenant sont présents dans tout le monde du travail. Et je conçois d'ailleurs ce qu'on a mis dans cette directive, plus particulièrement pour les plateformes, comme un premier pas, comme une première étape
pour mieux réguler l'utilisation des algorithmes dans le monde du travail. Je crois que d'ailleurs, je suis convaincu que, j'espère du moins, pour une prochaine commission, il faut réguler la question des algorithmes dans le monde du travail. Donc, la commission a beaucoup travaillé sur les algorithmes, mais elle n'a pas suffisamment encore travaillé en général sur les algorithmes dans le monde du travail, sauf maintenant pour les plateformes. Et donc là, on exige la transparence, premièrement. Il faut que chacun affecté par la gestion par un algorithme sache comment l'algorithme est composé, comment il fonctionne et pourquoi l'algorithme finalement arrive à telle ou telle conclusion. Première chose, la transparence. Deuxièmement, il faut que chacun ait le droit, à un moment donné, quand il y a conflit, quand il y a contestation, d'avoir contact avec une personne humaine. Donc, c'est toute la philosophie d'ailleurs de l'Europe par rapport aux nouvelles technologies. On a toujours dit, ça doit être human, en anglais, human-centered, ça doit être centré sur le volet humain. Et donc, l'algorithme, oui, bon, ça fait partie maintenant des nouvelles technologies, mais l'algorithme ne peut pas être au-dessus de l'humain, ne peut pas simplement dans l'obscurantisme technologique gérer les humains. Et finalement, je termine par là, c'est bien sûr aussi avoir plus de transparence sur le fonctionnement des plateformes dans le cadre national, mais aussi sur le plan européen. Nous avons maintenant en Europe 500 plateformes. Nous pensons qu'il y a actuellement 28 millions de personnes, alors toutes formes de plateformes confondues, qui travaillent de façon plus permanente ou pour la plupart de façon occasionnelle sur les plateformes. Il faut absolument mieux connaître le monde des plateformes parce qu'il y a finalement un autre aspect, parce que les plateformes souvent ne payent pas d'impôts, y compris d'ailleurs ceux qui travaillent sur les plateformes ne payent pas d'impôts sur les revenus qu'ils peuvent toucher, respectivement ne payent pas de cotisations sociales. Donc si ce modèle s'étendait, eh bien, nous aurions un problème dans beaucoup de pays pour financer notre système social. Et donc, on arrivera à la fin au démontage du système de protection sociale, puisque, effectivement, une partie de l'économie ne cotisera plus au financement du système social. Et mon absolument dernier point, c'est malgré tout, on reconnaît qu'il peut y avoir des indépendants. S'il y a des gens qui veulent être des indépendants, il faut reconnaître ce droit à l'indépendance, mais à la vraie indépendance. J'ai lu d'ailleurs une chose dans votre résolution, vous écrivez, vous citez un des rapporteurs de l'ordonnance qui dit « réduire le faisceau d'indices susceptibles de révéler l'existence d'un lien de subordination ». Donc, on ne veut pas réduire c'est pas l'existence d'un lien, mais ce sont les indices. Donc, en fait, on veut occulter la situation réelle par la réduction du faisceau d'indices. Donc, je trouve que c'est incroyable d'ailleurs d'écrire quelque chose dans un rapport sur ce thème. Et donc, la commission maintenant, ce sont des lignes directrices qui ont été publiées en septembre 2022 par la Direction générale de la concurrence qui permettent aux indépendants, aux vrais indépendants, aux auto-entrepreneurs, si je peux les appeler comme ça, finalement de défendre leurs intérêts collectivement à l'égard de la plateforme. Cela n'était pas possible puisque dans le droit de la concurrence, du moment où un entrepreneur ou un auto-entrepreneur se met ensemble avec d'autres, ça devient un cartel. Et donc, ils n'ont pas le droit de défendre notamment leur rémunération ou leur prix par rapport à une plateforme en l'occurrence. Et donc, on a supprimé cette clause et on donne aux vrais indépendants, alors dans ce cas, le droit de négocier des conventions collectives avec la plateforme. Et cela non pas à travers des associations obscures, mais avec l'aide des syndicats, avec l'aide d'un syndicat. Donc, je crois que ça, c'est aussi un élément important parce que
il faut bien sûr réfléchir sur l'indépendant dans l'avenir de notre mode de travail, dans notre monde du travail. Et donc là, on donne aux syndicats le droit de négocier des accords collectifs pour les indépendants. Donc je crois que c'est aussi un élément intéressant dans ce dossier qui précisément vise à préserver notre modèle social. Je crois que c'est ça l'enjeu, préserver notre modèle social et préserver aussi une forme de dignité du travail. C'est un grand débat aujourd'hui sur la satisfaction au travail, sur la protection au travail, mais aussi sur un monde du travail qui rétablit aussi la dignité des travailleurs. Voilà, je m'arrête là. C'est parfait, super Nicolas pour ton propos et pour ce combat important. Quand tu cites le chiffre de 5 millions de travailleurs qui pourraient être requalifiés en salariés, on voit vraiment l'enjeu important de ton travail. Juste une petite question avant de passer la parole à Dominique. Peux-tu nous dire où en sont les discussions et les chances d'aboutir, je crois, sous la présidence espagnole? Bien, bon, d'abord, je dois dire que le Parlement européen a fait un travail extraordinaire. Et d'ailleurs, contre toute attente, le rapport de la collègue et camarade Gualmini a été adopté à une très forte majorité en plénière, qui va un peu plus loin d'ailleurs que notre projet, ce qui est très bien pour les futures négociations en trilogue. Mais au Conseil, les Suédois maintenant ont fait un certain nombre de propositions qui ne me satisfont pas entièrement, mais il est maintenant important de débloquer le dossier au Conseil, parce qu'aussi longtemps qu'on n'a pas une position commune au Conseil, on ne peut pas engager les trilogues avec le Parlement européen. Et le temps compte et le temps presse, parce que nous n'avons que tout au plus jusqu'en février prochain. Après, le Parlement européen ne va plus pouvoir fonctionner. Et donc, je dis qu'il faut arriver maintenant à un compromis en juin, puisque c'est l'objectif des Suédois d'arriver à ce compromis et d'engager après le trilogue sous présidence espagnole. Et nous avons la chance d'avoir une présidence espagnole qui d'abord a une expérience forte, puisqu'ils ont adopté une loi qui est assez proche d'ailleurs de la directive que je propose. Et ensuite, il y a peut-être encore un mois ou deux, la présidence belge qui tout à fait sont prêts et prêtes à travailler dans le même sens. Donc, il y a une réelle chance encore d'aboutir. Très bien, merci beaucoup Nicolas pour ton propos. Donc autour de Dominique a évoqué ce sujet des mutations du travail partant de l'intervention de Nicolas. À toi la parole Dominique pour 15 minutes. Merci beaucoup. Merci Olivier de m'avoir invité à participer à cette réunion. Je suis honorée et ravie de discuter à nouveau avec le commissaire Nicolas Schmit. Vraiment, vraiment ravie. Alors, peut-être vous dire comment moi je suis arrivée sur ce sujet. J'ai commencé à m'y intéresser vers 2015 et beaucoup de chercheurs et chercheuses de mon laboratoire, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales de Dauphine, ont répondu ont monté un programme de recherche qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, un programme de recherche qu'on a appelé CAPLA, pour capitalisme de plateforme, qui était dirigé, ce programme, par Sarah Abdelnour. Et aujourd'hui, nous avons vraiment plusieurs chercheurs qui sont devenus très spécialisés sur ces questions. Sarah Abdelnour, Sophie Bernard, qui sort très prochainement un livre qui a fait beaucoup d'interviews avec des chauffeurs Uber dans plusieurs pays et qui va sortir un livre qui va nous permettre de savoir plus de choses en fait sur à la fois leurs revenus et peut-être aussi leurs aspirations. Alors, on a écrit, merci Olivier de l'avoir cité, un tout petit livre en 2019 qui s'appelait « Les nouveaux travailleurs des applis ». Et à partir de là, on a beaucoup suivi tout ce qui se passait. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, Olivier. Je rappelle pour les personnes qui n'ont pas trop suivi en France ce qui s'était passé, que c'est qu'à partir de 2014, donc, Uber s'est installé en France, s'est appuyé sur cette reconnaissance des auto-entrepreneurs
qui avait été porté par Hervé Novelli en 2009. Et donc, on a eu une explosion à partir d'un certain moment de ces auto-entrepreneurs, qu'il s'agisse de livreurs à vélo ou de VTC. Et alors, il est vrai, comme l'a dit Olivier, hein, vraiment, on le constate tous les jours, que le gouvernement a soutenu, Emmanuel Macron a soutenu ce type de plateforme au nom de l'emploi, hein, au nom du fait qu'il fallait donner de l'emploi, en particulier aux jeunes des cités. Alors, nous, ensuite, avec mes collègues, on a fait vraiment quelque chose qui nous a passionnés, c'est qu'on a été travailler avec des gens qui sont en général, dont on ne parle pas beaucoup, qui sont les inspecteurs du travail et les inspecteurs des URSSAF, c'est-à-dire des caisses de sécurité sociale, enfin des organismes qui vont recouvrer les cotisations. Et évidemment, ces organismes, en particulier les URSSAF, hein, ils sont très intéressés à récupérer les cotisations, et donc quand des entreprises n'emploient pas, mais préfèrent passer par de l'auto-entrepreneuriat plutôt que de recruter des salariés, évidemment, ça leur fait un manque de cotisations. Donc, ils sont très, très, très intéressés à aller rechercher ces cotisations. Et donc, on a travaillé avec eux, on les a interviewés, on a suivi des contrôles. Et là, on a vu l'ampleur de la tâche, les immenses difficultés auxquelles les inspecteurs et inspectrices du travail et inspecteurs et inspectrices de l'URSSAF sont confrontés. Hein. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Donc, si je résume la situation française, à partir de 2008, on a commencé à avoir des décisions où nos juges français ont été un peu moins frileux. Avant, on considérait que le juge français était frileux par rapport aux juges étrangers. Puis, on a commencé à avoir en 2018, 2019 et surtout en 2020, la décision de la Cour de cassation qui a déclaré que le statut d'indépendant était fictif, un certain nombre de rapports indiquant, de décisions de justice indiquant qu'en effet, on était plutôt visiblement face à du salariat. Parce que je rappelle que le problème fondamental, hein, c'est que ces plateformes, non seulement elles ne versent pas de cotisations sociales, mais évidemment, puisqu'elles utilisent des auto-entrepreneurs, elles ne respectent en rien les règles du Code du travail, c'est-à-dire il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de réglementation de la durée du travail, etc., etc. Et alors là, on assiste à une gigantesque bataille, hein, une bataille souvent assez feutrée, hein, entre, en effet, c'est intéressant, hein, une partie de l'État qui veut absolument conserver l'organisation telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire des travailleurs indépendants, et puis de l'autre, une autre partie de l'État, et par exemple le pouvoir judiciaire, la Cour des comptes, hein, la Cour des comptes qui, depuis longtemps, chaque année, dit qu'il y a de la fraude et du travail dissimulé et qu'on ne déploie pas suffisamment de force pour lutter contre cette fraude à l'absence, au travail dissimulé. Et voilà, donc on a une sorte de sourde bataille au sein de l'État. Alors, à un moment, les députés ont voulu faire passer ce qu'on a appelé les chartes sociales, des chartes facultatives que les plateformes devaient signer, mais qui permettaient en fait d'échapper aux juges. Le Conseil constitutionnel l'a refusé. Et puis, il y a eu le fameux rapport Frouin, très intéressant ce rapport, puisque en gros, le rapport reconnaissait que le salariat, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux, mais en même temps, M. Frouin nous disait que ce n'était pas la mission qu'on lui avait confiée. Il avait bien compris que le gouvernement ne souhaitait pas que ça soit le salariat qui soit plutôt promu, et donc il allait faire une autre proposition. Alors, je voulais juste vous raconter un peu ce qu'on a vu pendant ces enquêtes, hein. C'est que d'abord, les URSSAF, elles ont très peu de moyens, pas assez de moyens, et surtout, c'est ce que nous ont redit beaucoup de ces inspecteurs, hein, ils ont l'impression de vider l'océan à la petite cuillère, quoi. Et ils ont l'impression vraiment d'une lutte de David contre Goliath, c'est-à-dire de ne pas avoir les moyens dont ils ont besoin. Il faudrait des moyens de détection. Lorsqu'ils arrivent à monter des dossiers contre les plateformes, ou du moins à rentrer en contact avec elles, ces plateformes sont vraiment prêtes à tout, et donc on a tout suivi, hein, on est en train de rédiger des choses là-dessus, mais on a tout suivi sur la manière dont ces plateformes
refusent, refusent d'être contrôlées finalement et refusent de montrer ce qu'elles sont en train de faire. Elles peuvent, on nous a raconté, hein, Uber peut débrancher, déconnecter tout son système informatique lorsque les inspecteurs de l'URSSAF veulent, et du travail veulent entrer chez eux. Ils sont prêts absolument à tout. Et puis donc, nous voilà face à des plateformes qui ne payent pas de cotisations sociales et les micro-entrepreneurs non plus ne payent pas de cotisations sociales. Hein. Ce que nous ont dit les inspecteurs de l'URSSAF, c'est qu'on avait 90% des micro-entrepreneurs qui ne déclaraient rien. Et donc, voilà. Ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'en fait, ils utilisent le terme de mafia. C'est qu'on a maintenant des réseaux organisés avec de la sous-traitance en cascade et que c'est un nid à mafia, finalement. On a des sociétés qui louent des véhicules et qui recherchent des chauffeurs sur le bon coin ou absolument n'importe où et qui vont recruter des chauffeurs n'importe qui, hein, sans vérifier, bien sûr, et avec aucun examen, hein, et qui vont comme ça essayer de développer leur société, donc en pleine illégalité. Hein. Et puis, quand on a accompagné des contrôles, par exemple des contrôles à Orly, où les inspecteurs avec les BOR et l'inspection des transports arrêtent tout le monde. Mais c'est extrêmement compliqué. Et puis, alors ça me semble intéressant pour tous nos législateurs, c'est que dès qu'une société a un peu un problème, je ne parle pas d'une grosse comme Uber, hein, mais des petites sociétés qui font des choses pas très correctes, dès qu'elles ont un peu un problème, elles se mettent en liquidation. Il y a un vrai problème sur la facilité de se mettre en liquidation et on a donc comme ça des services de contrôle, hein, qui sont complètement désespérés parce que chaque fois qu'ils arrivent à peu près à monter un dossier, hop, ça va échapper. Et puis, on a suivi tout au long, hein, on a été voir les juges, les procureurs, qui eux aussi nous disent qu'ils sont tellement submergés d'affaires qu'ils ne vont certainement pas s'occuper de celles-ci. Alors, de temps en temps, ils s'en occupent quand le dossier arrive et très, 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 très bien ficelé, mais c'est des dossiers qui mettent des années à être construits. Bref, c'est vraiment… Enfin, on voit les faibles moyens dont dispose l'État pour agir contre ce qui apparaît. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nicolas et ce que tu as dit, Olivier, c'est un véritable cancer. C'est-à-dire que le problème, c'est pas seulement qu'on a ces grosses multinationales qui ne payent pas de cotisations sociales, qui ne payent pas d'impôts sur les sociétés, qui ne payent pas de TVA, c'est le fait que les secteurs concernés sont en train vraiment de s'agrandir considérablement et qu'il faut y mettre un terme. Alors moi, j'ai été absolument ravie de voir la progression du travail à la fois du Parlement et de la Commission. Je trouve que c'est magnifique ce qui a été fait, puis je pense que c'est de nature à nous réconcilier avec l'Europe et l'idée qu'il peut y avoir une Europe sociale, une Europe qui agit, une Europe qui fait des choses pour les salariés. Je pense que c'est vraiment extrêmement, extrêmement important. Et une Europe qui pourrait aussi même aller plus loin, c'est-à-dire en effet harmoniser les moyens de lutter contre la fraude, contre ces grosses multinationales, peut-être rendre la liquidation plus difficile, même si ça doit peut-être rester au niveau national. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est alors je conseille à tout le monde d'aller lire les comptes rendus des auditions de la commission d'enquête sur les Uber Files. C'est absolument incroyable. Alors, c'est un travail magnifique parce que tout est mis sur le site de la commission. Tout le monde est interrogé. Mais alors, on découvre des choses mais complètement sidérantes et que moi, je n'avais pas vu du tout. Et notamment, alors, j'ai l'impression, mais Nicolas Schmitt doit savoir toutes ces choses beaucoup mieux que moi, mais d'après ce que j'ai compris en lisant tous ces comptes rendus, il y aurait encore aujourd'hui une position de la France qui veut sauvegarder la position que nous avons choisie, c'est-à-dire plutôt ce qu'on appelle le dialogue social, même si cette expression est souvent très, très employée à très, très mauvais escient. Mais donc, l'idée qu'il faut garder des travailleurs indépendants, organiser leurs consultations. Donc, il y a eu des élections qui ont été très, très peu suivies. Mais le gouvernement semble mordicus attaché à cette idée qu'il faut garder des travailleurs indépendants, leur permettre de dialoguer. On a créé une ARP, une autorité de la régulation, dirigée par M. Mettling. Et apparemment, alors je n'ai pas compris si c'était réel ou pas, mais apparemment la position française consisterait à dire que nous respectons finalement toutes les obligations qui pourraient nous être faites par la directive. Donc, à la limite, on n'a pas besoin de la respecter. Enfin, on n'a pas besoin de présomption de salariat puisqu'on remplit déjà tous les critères d'une certaine manière. Et si j'ai encore mieux compris, on pourrait être exempté, enfin, notre pays
pourraient connaître une exemption de cette obligation et de cette directive. Alors bon, j'ai pas tout compris, hein, mais si c'était ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'une fois de plus, la France serait le dernier pays à faire quelque chose pour ces travailleurs. Ça me rappelle furieusement, je fais des cours de politique sociale à mes étudiants, ça me rappelle furieusement tous les moments où la France a été vraiment la dernière à prendre des mesures pour ces travailleurs. Le travail des enfants, 1841, c'est 8 ans et c'est pas 12 ans, un temps fou après l'Angleterre. On a résisté. C'est quand même Bismarck qui met le premier en place les assurances sociales et nous, on va attendre 1930. Enfin, voilà, là, en lisant ces comptes rendus, vraiment, je me suis demandé, enfin, j'ai eu l'impression que notre pauvre pays est toujours en retard quand il s'agit de protéger les salariés. Et puis, plus généralement, et j'en terminerai là-dessus, je rejoins complètement à la fois tes propos, Olivier, les propos de Nicolas, lorsque vous dites que c'est vraiment ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est protéger le salariat. Longtemps, la gauche a critiqué quand même le salariat, hein. Vous vous souvenez, le salariat, c'était l'aliénation, donc il fallait le supprimer. Je crois qu'aujourd'hui, en effet, la meilleure des choses qu'on a à faire, c'est de résister et de protéger le salariat, parce que derrière le salariat, il y a en effet ces formes dégradées de travail, avec beaucoup d'externalisation, d'auto-entrepreneuriat, de formes de travail très, très peu protégées, de précarisation, comme a dit Nicolas Schmitt, sous prétexte, en effet, d'autonomie et de liberté. Il y a une promesse d'autonomie faite aux micro-entrepreneurs, mais cette promesse est radicalement non tenue, hein, ça c'est tout à fait clair. Non seulement parce qu'ils sont dans un certain nombre de liens de subordination, mais aussi parce qu'ils n'arrivent pas à avoir vraiment à se construire un revenu. Donc, moi, j'ai l'impression que… alors, il faut dire aussi que parfois leur critique du salariat vient du fait qu'ils sont très souvent assignés, ce genre de personnes, hein, qui travaillent dans les VTC ou chez les livreurs à vélo, ils sont très souvent assignés à des franges très, 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 très médiocres, mauvaises du salariat, hein, avec des conditions de travail épouvantables. Et c'est vrai que plus les conditions de travail du salariat sont mauvaises, plus ces personnes vont avoir envie de rejoindre l'auto-entrepreneuriat ou le travail indépendant. Et d'ailleurs, je termine là-dessus, mais c'était ce qu'il y avait de très intéressant quand même dans le tout dernier papier de la DARES qui est paru et qui donne ce chiffre passionnant qui est que 37% des personnes pensent qu'elles ne pourront pas tenir dans leur travail, dans leur emploi actuel jusqu'à la retraite, ce qui nous fait évidemment beaucoup, beaucoup réfléchir. Eh bien, et ça concerne tant les cadres que les ouvriers et les employés. Ce qui est assez intéressant, c'est que les personnes retrouvent un certain niveau de satisfaction lorsqu'elles quittent le salariat. Ça veut bien dire que le salariat est devenu, pour une fraction de la population, intenable, insupportable, insoutenable, et c'est évidemment toute la question des conditions de travail dont je crois que ça y est, on commence à se rendre compte aujourd'hui en France. Moi, j'ai beaucoup parlé ces derniers temps à la fois de cette publication de la DARES sur ce chiffre de 37%, et puis là, on va faire une publication très bientôt sur les chiffres de Eurofound, l'Agence européenne des conditions de travail, où ce que l'on voit de manière extrêmement claire, c'est que la France est complètement en queue de peloton pour les conditions de travail. Et j'avais eu le plaisir d'échanger avec Nicolas Schmitt, qui avait bien voulu venir discuter avec mes collègues Isabelle Ferreras et Julie Batilana, avec lesquels on a écrit un livre qui s'appelle Manifeste travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer, dans lequel ce que nous disons, c'est qu'il faut désormais absolument redonner du pouvoir aux travailleurs, alors sous la forme d'abord de la codétermination, mais sans doute aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et je trouve que ça pourrait être si on pouvait adopter ça, si vous pouviez adopter ça comme une proposition pour l'Europe, aller vers beaucoup plus de codétermination en Europe, ce serait formidable. On t'entend pas, Olivier. J'ai raté le bouton, voilà. Merci à toi, Dominique, c'était brillantissime. J'ai particulièrement apprécié le moment où tu expliques que cette confusion pour beaucoup entre autonomie et indépendance qui leur fait critiquer le salariat
provient de conditions extrêmement dégradées du salariat. Et ça, c'est un message très, très fort que tu nous envoies. Je l'apprécie particulièrement. Je vais reposer une petite question à Nicolas, une question que tu as posée sur, justement, Nicolas, les conditions de la négociation actuelle. Comment la France tente d'échapper à ta directive. Je la pose aussi brutalement que ça. Si tu peux nous redire un petit point là-dessus, parce que Dominique l'a très bien démontré. C'était pas prévu, mais je pense que c'est intéressant. Non, c'est pas politiquement correct, tel que je l'ai non, mais présenté. c'est tout à fait politiquement correct puisque c'est une position qui est exprimée. Donc, dans une première phase, Dominique a raison, la France a demandé et a même, d'une certaine manière, obtenu une vraie exemption. C'était dans le texte, c'était au début sous présidence tchèque. La France, finalement, a obtenu une disposition qui, en réalité, représentait une exemption. Bon, il y a eu une opposition très forte, d'abord d'un certain nombre d'États membres, mais aussi, bien sûr, de la Commission, puisque ce n'est pas possible de donner à un État une exemption sur une telle directive et sur une protection qu'on veut généraliser. Donc, pourquoi est-ce qu'un tel pays, tel ou tel pays aurait une exemption? Donc, après, c'était encore à la fin de la présidence tchèque, la France a plus ou moins concédé la suppression de cette exemption, mais a essayé de l'autre côté de boucler un peu la question de la présomption, c'est-à-dire de rendre finalement l'application de la présomption encore beaucoup plus difficile, avec plus de critères et plus de conditions à remplir. Hein. Donc, oui, renoncement à l'exemption, mais de l'autre côté, obtenir des conditions préalables, des critères plus renforcés et remplir des conditions encore supplémentaires. Donc là, on est à ce point-là et on va voir avec une présidence suédoise qui est quand même une présidence très libérale aussi, hein, je peux le dire, qui n'est pas, disons, a priori acquis à cette forme de régulation. Il faut voir jusqu'où on pourra arriver. Sur les conditions, je partage entièrement sur d'ailleurs, on aura maintenant sous présidence suédoise, mais ça a été préparé par le précédent gouvernement social-démocrate, un sommet, une grande réunion sur les conditions de travail en général. Je crois que ça, c'est un aspect extrêmement important. Et conditions de travail, avant, on disait, oui, exposition à telle substance, ça reste important, des substances dangereuses. Mais de plus en plus, on va maintenant aussi vers toute la question du burn-out, du stress, toutes les problématiques finalement de santé mentale finalement qui sont provoquées par des conditions de travail difficiles. Et juste un mot sur la codétermination. On travaille aussi, bon, on n'a pas, dans ma mission, je n'ai pas ce point, mais grâce au Parlement européen, grâce notamment au groupe socialiste au Parlement européen, on travaille maintenant sur les comités d'entreprise européens. On renforce les comités d'entreprise européens. C'est un premier début, c'est un élément important pour donner plus de force, de vigueur, de caractère aussi obligatoire sur la consultation. On n'est pas dans la codétermination, on n'est que dans la consultation, mais néanmoins pour donner plus de force au comité. Je crois là aussi que les socialistes devraient aborder la prochaine élection européenne avec un programme qui contient effectivement le renforcement des droits des travailleurs sur les décisions, c'est-à-dire aller dans le sens de la codétermination qui existe quand même aussi dans quelques pays européens. Merci. Ok.
Merci à toi, Nicolas, pour ce complément, ces précisions. Donc, je prends quelques minutes pour reparler du contexte législatif français. Je tiens à rappeler une date importante en France. C'était à l'époque de Fillon comme ministre du Travail. En 2003, il déclare que les travailleurs de plateforme sont présumés indépendants dans un texte de loi. Et c'est le début de nos ennuis, je crois. Et en 2009, Dominique l'a rappelé, la loi sur les auto-entrepreneurs de Novelli qui donne le cadre actuel français. Et un président de la République, Macron, depuis 2017, je l'ai dit, qui protège les plateformes plus que les travailleurs des plateformes. Et à partir de ce moment-là, il y a eu de nombreuses décisions de justice pour requalifier les travailleurs, les faux indépendants, en salariés. Alors, en 2019, la loi d'orientation des mobilités, avec des chartes non contraignantes de mieux-disance, je tiens à dire que c'est le groupe socialiste au Sénat qui a demandé au Conseil constitutionnel, qui a fait un recours, et nous avons, avec les communistes, gagné 2 fois grâce au Conseil constitutionnel. Vous voyez, je dis ça pour vous remonter le moral tous, puisqu'on vient de prendre la mauvaise décision sur la réforme des retraites, mais 2 fois de suite, le Conseil constitutionnel a censuré les chartes qu'avait préparées le gouvernement de Macron. Et donc, les ordonnances Mettling, en 2 mots, c'est en 2021. Il s'agit de créer du faux dialogue social pour éviter des requalifications en masse. Vous allez dire que je caricature, mais dans ce texte de loi à l'Assemblée nationale, la rapporteure Carole Grandjean, qui n'était pas encore ministre de la formation professionnelle, a avoué dans son rapport, je cite, et Nicolas l'avait repris tout à l'heure, tellement c'est choquant, que la rapporteure d'un texte de loi à l'Assemblée nationale dise que l'objectif est de réduire le faisceau d'indices susceptibles de révéler l'existence d'un lien de subordination, de telle sorte que le risque de requalification soit aussi réduit que possible. Et elle rajoutait que ça vise à sauvegarder le modèle économique des plateformes. C'est absolument incroyable. Et donc, les ordonnances octroient de maigres droits sociaux, très très maigres droits sociaux, aux seuls chauffeurs de VTC et livreurs à vélo, avec la création de l'ARP, l'autorité de régulation des plateformes d'emploi. Je l'ai dit, il s'agit bien de montrer aux juges que ces 75 000 travailleurs, livreurs à vélo et VTC, sont une catégorie à part pour éviter les requalifications en salariés et poser une jurisprudence qui s'élargirait ensuite à d'autres secteurs. Mais le démarrage a été absolument piteux puisque les élections professionnelles n'ont obtenu que quelques pourcents de participation, 2% chez les livreurs et 4% chez les VTC. Et c'est là qu'est arrivée la directive Schmitt comme un sauveur. Non, mais je ne plaisante pas, parce que moi qui travaille et je vois Brahim Ben Ali qui nous a rejoint, qui travaille sur ce sujet depuis des années, on s'est dit, mais comment on va réussir à lutter contre le gouvernement Macron et ses méthodes? Et c'est effectivement l'Europe qui intervient. Alors, quelques mots de l'action des parlementaires socialistes. Donc, la décision de la Cour de cassation du 4 mars 2020 a été extrêmement importante, puisqu'elle a carrément dit, sans faire d'humour, que certains indépendants étaient fictifs. Dominique l'a dit. Et donc, nous avons commis avec Monique Lumin une première loi visant à prôner le modèle coopératif comme une alternative. Et le 4 mars 2021, c'était un pied de nez volontaire. J'ai produit un pied de nez volontaire à la décision du 4 mars 2020 de la Cour de cassation. J'ai commis une proposition de loi qui évoquait pour la première fois en France la présomption de salariat, l'inversion de la charge de la preuve. Et ceci a été repris dans la directive de Nicolas Schmitt, ce qui est une bonne chose, et une première transparence de l'algorithme avec un devoir de vigilance comme ultime filet de sécurité. En clair, tout travailleur peut saisir son entreprise qui a un délai contraint pour réparer les désordres. Alors, nous avons modestement un certain leadership sur la question, mais on travaille en bonne intelligence
avec les sénateurs communistes au Sénat et au Parlement européen avec Leïla Chaibi de LFI. Et je tiens à préciser le rôle de mon collaborateur parlementaire, Gaston Laval, et aussi parce qu'en France, on a peu de moyens pour travailler. Moi, j'ai la chance d'avoir Gaston, mais ça ne suffit pas. Et donc, je travaille avec un avocat spécialisé dans ce domaine, Jérôme Justy, et un professeur de droit privé à l'Université de Saint-Étienne, Stéphane Vernac. Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré Brahim Ben Ali, qui travaillait avec Jérôme Justy, et je vais lui donner la parole. C'est un syndicaliste absolument remarquable qui avait fondé le syndicat INV-VTC, qui s'appelle maintenant le syndicat des travailleurs de plateforme. Et donc, je lui donne la parole pour 6 minutes, Brahim. Merci à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur le sénateur, bonsoir monsieur le commissaire, bonsoir madame Meda. Je suis ravi déjà de vous revoir, j'ai pu échanger avec vous et ça me touche à tant d'éloges, mais je vous renvoie tout ça, hein, encore une fois, puisque ces éloges, je voudrais aussi raconter le soutien qu'on a eu de nos élus, comme le sénateur Olivier Jacquin qui, dès le début, est venu nous soutenir sur le terrain. Moi, je dis toujours que les élus doivent être proches des travailleurs. Et ça m'a énormément touché de voir des élus comme Leïla Chaibi, le sénateur Olivier Jacquin, d'autres sénateurs comme le sénateur Pascal Savoldelli, mais des gens qui sont vraiment connectés avec le peuple. Je remercie aussi l'attention particulière que nous a portée le commissaire Nicolas Schmit, lorsqu'à l'époque, nous avions sollicité l'aide du commissaire parce que vous ne savez plus vraiment sur qui compter. On essayait d'essayer de clarifier cette position française qui était très ambiguë. On nous disait qu'on allait nous aider, qu'on allait clarifier notre statut d'indépendant et finalement, on se retrouvait dans un rond-point sans sortie, pour dire clairement les choses. Et Leïla Chaibi nous a amenés aux portes de l'Europe, point justement de porter ce combat-là. C'est hyper important de le dire. On a eu un soutien national. On a essayé justement de défendre des positions avec le sénateur Olivier Jacquin, qui a tout fait justement pour essayer de nous venir en aide, parce qu'il faut dire clairement, aujourd'hui, c'est de l'esclavage. Il ne faut pas peser ces mots. C'est de l'esclavage. Aujourd'hui, on paye notre employeur. On le paye. On paye pour travailler. On paye les obligations de ces plateformes numériques. Quand on paye son patron, aujourd'hui, pour ma part, nous sommes esclaves de nos patrons. Parce que j'entends ce discours de beaucoup de personnes qui nous disent que les auto-entrepreneurs ne déclarent pas, mais qu'est-ce qu'il y a à déclarer finalement? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a quelque chose à déclarer? Parce que quand vous avez de multiples créanciers derrière, vous n'êtes pas propriétaire de votre véhicule, vous êtes enchaîné dans un volant pendant plus de 15 heures, voire 18 heures par jour, où on vous fait croire, on vous fait miroiter que vous allez vous enrichir, finalement, c'est l'appauvrissement. On s'est bercé d'illusions, ça a été une fable, disons-le clairement. On a fait croire dans les quartiers populaires qu'on pouvait s'en sortir. Et je voudrais revenir sur deux éléments hyper intéressants qui ont été évoqués. Le dialogue social en France, c'est juste pour sauver les plateformes numériques, disons-le clairement, parce que moi, vous avez bien vu le taux de participation, j'ai réussi à le faire vraiment s'effondrer. Ça a été une réussite pour nous, aujourd'hui, de prouver à ce gouvernement que notre structure va vous montrer que nous sommes en totale opposition avec un dialogue qui a été construit par Uber, par un lobbyiste d'Uber, qui est devenu le président de cette autorité, il faut le rappeler. Il ne faut pas peser ses mots, puisqu'il a été auditionné dernièrement en se cachant sous tout un montage, en disant que finalement, ce n'est pas lui directement qu'on a appelé pour sauver, excusez-moi, l'entreprise Uber lors de la mission Froid, mais plutôt un tiers qui a sollicité le cabinet conseil de celui qui est le président de l'autorité des relations sociales. Donc aujourd'hui, c'est juste pour éliminer le faisceau d'indices. Les faisceaux d'indices qui permettent la requalification, c'est clairement ça aujourd'hui. Et je vous rappelle, monsieur le sénateur, que cette question a été posée par vous-même à madame Borne, qui s'en est pas cachée, qui a dit qu'il fallait clarifier cette position devant les tribunaux. Donc elle s'en est pas cachée, c'est qu'il y a une prise de position où on nous dit clairement,
ça crée de l'emploi, même si c'est mal rémunéré. Et on ne peut pas l'accepter. Moi, personnellement, en tant que socialiste, je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, on nous dise, peu importe, c'est du travail, même si vous êtes des tâcherons. Et je vous renvoie au film Les temps modernes à l'époque de Charlie Chaplin qui le montre clairement. Ce n'est pas possible de rester connecté selon le bon vouloir d'une machine où Uber, dans les décisions, nous dit à chaque fois, mais la machine n'est pas parfaite, mais je vous rappelle que ce sont bien les humains qui alimentent cette machine, parce que j'entends très souvent, vous savez, qu'on renvoie la responsabilité aux algorithmes. Je vous rappelle que ce sont bien les humains qui alimentent les algorithmes. Et il y a une responsabilité humaine derrière. C'est très facile de dire, ben, vous savez, la machine, hein, elle n'est pas parfaite, elle est incompétente en ce moment. Non, je suis désolé, mais enfin, moi, ce discours-là, je ne l'accepte pas. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'en parallèle, nous, on a monté une coopérative avec des chauffeurs, et ces chauffeurs, aujourd'hui, s'organisent pour créer un modèle alternatif à l'ubérisation. Et on utilise aussi des algorithmes, vous voyez, des algorithmes qui, aujourd'hui, vont conditionner l'émission de ces travailleurs. Alors, on a le choix aujourd'hui, nous, quand on utilise des algorithmes. Est-ce que nous, en tant que travailleurs, est-ce qu'on va utiliser des algorithmes de performance comme Amazon ou d'autres algorithmes contraignants? Non, ce n'est pas ça aujourd'hui. Nous, ce qu'on fait, c'est ramener de l'éthique, du partage, de l'entraide. Brahim, tu peux nous dire où vous en êtes de la création de la coopérative? Eh ben, aujourd'hui, on a créé cette coopérative avec un siège social qui est dans le département du 93. C'est hyper important parce que c'est là-bas qu'Uber a recruté les chauffeurs. Il y a énormément de demandes, c'est-à-dire beaucoup de chauffeurs qui ont été précarisés par Uber. Aujourd'hui, on est en train de concevoir notre application. Et on rentre dans cette conception. On s'est dit, ouais, mais vous savez, on entend très souvent de ces plateformes qu'il faut utiliser des algorithmes contraignants. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On peut partager la richesse grâce à des algorithmes. On peut. On peut parce que c'est nous-mêmes qui dirigeons ces algorithmes. On les alimente par nos décisions. Le management se fait par des humains. Donc aujourd'hui, nous, on s'autofinance. C'est ça qui est hyper important, c'est qu'on n'a aucun soutien financier. On est obligé de réinjecter. Là, récemment, on a réinjecté de l'argent parce qu'on ne veut pas malmener notre entreprise, parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, notre modèle, et c'est hyper important parce qu'on a quand même plus de 400 chauffeurs sociétaires qui ont payé l'intégralité des sommes pour devenir sociétaires, et encore plus de 5000 demandes. Mais comment fait-on si derrière, nous n'avons pas de garantie de marché, si nous n'avons pas de soutien nécessaire? Nous avons le soutien, par exemple, du président du département, Stéphane Troussel, de notre avocat, notre formidable avocat, maître Jérôme Justy, et d'autres avocats qui se battent, comme maître Fabien Masson, et je ne pourrais pas tous les citer, comme le professeur Stéphane Vernac, qui nous aide énormément, nos partenaires. Mais vous savez, il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ubérisation qui ubérise tous les métiers. Récemment, vous avez vu, il y a eu un reportage sur les crèches. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, ça m'a vraiment bouleversé. Ces femmes qui tenaient des panneaux qui disent « les crèches sont ubérisées ». Le terme est employé à toutes les sauces, ubérisé. Dernièrement, ce qui est effrayant, c'est la prise de parole du président de la République qui dit « France Travail, on va créer de l'emploi ». Moi, j'appelle France ubérisée. Ce n'est pas France Travail. C'est finalement, on va ubériser tous les emplois. Moi, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, monsieur le commissaire, c'est hyper important, c'est qu'il faut absolument, vraiment, absolument mettre en avant la coopérisation. Moi, je dis la coopérisation est en marche. Et nous, aujourd'hui, on en est où? Pour terminer et pas prendre trop de temps, nous sommes en pleine construction d'une plateforme numérique qui a pour but d'avoir un modèle vertueux, économique, social et solidaire. Voilà. Bravo, Brahim. Je crois que Dominique veut te poser une question. Je vous en prie. Oui, merci beaucoup pour Brahim pour ce rappel, parce que moi, je connais bien ce que vous faites. J'ai un doctorant qui a consacré sa thèse aux coopératives de livreurs à vélo. Il s'appelle Guillaume Compin, maintenant il travaille chez Oxfam. Et ce qu'il a montré, c'est que les coopératives, elles n'arrivaient pas à résister à Deliveroo et aux grosses machines. Est-ce que vous y arrivez? Et qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui coûte cher? Comment dirais-je, qu'est-ce qui fait que la balance est déséquilibrée? Alors, déjà, premièrement, si vous allez dans la confrontation avec les plateformes numériques, vous perdez tout de suite d'avance. Je vous le dis. Je prends l'exemple en Suisse. On a vu récemment un truc très effrayant, c'est que
les plateformes surveillent les chauffeurs pour savoir si ils se montent en coopérative, s'ils travaillent avec la concurrence. C'est de l'espionnage, disons-le clairement. Donc, on voit bien la volonté des plateformes numériques à tout faire pour que les travailleurs ne se rassemblent pas sous le modèle de la coopérative. Maintenant, moi, je suis convaincu d'une chose, parce qu'on a quand même plus de 400 personnes, hein. On est une très grande coopérative, il faut le dire clairement. Aujourd'hui, il faut réinventer. Il faut aller sur le terrain d'Uber, mais pas seulement. C'est-à-dire, il faut vraiment aller sur les faiblesses d'Uber. Les faiblesses d'Uber, vous les avez citées tout à l'heure. Tout à l'heure, la sécurité. On a énormément de faux chauffeurs qui exercent dans nos professions. Moi, j'ai démantelé un réseau de plus de 8000 faux chauffeurs. Oui. 8000, hein, vous vous rendez compte? Il faut aller dans la prestation de service. Aujourd'hui, beaucoup de travailleurs ne sont pas formés. Il n'y a pas, un suivi de formation. Vous voyez? Il faut, et je le redis, c'est hyper important, croire en ce qu'on fait. Et les chauffeurs aujourd'hui le font de par leur investissement financier. C'est très dur, je le sais, parce qu'on n'a pas, vous savez, excusez-moi, en tant que travailleur, mis de l'argent de côté, on n'a pas la trésorerie nécessaire déjà pour subvenir à nos besoins, c'est très difficile. Mais quand on voit cette volonté récemment de ces chauffeurs de se dire non, il est hors de question si on a des choses qui nous coûtent cher, parce que vous nous dites qu'est-ce qui nous coûte cher? Ce sont les partenaires stratégiques. Les mêmes, hein, Uber a des partenaires aujourd'hui technologiques et j'en passe qui leur coûtent très cher. Maintenant, bon, ils se sont émancipés. Mais nous, on commence comme Uber. Et du coup, au lieu qu'on ait, par exemple, et c'est ça qui nous fait défaut, on sait qu'on a des coopératives qui se montent dans tous les domaines. Moi, je pense qu'on devrait se soutenir. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas cette chaîne de contact. Vous voyez? Il faudrait une chaîne de contact et aller chercher toutes les compétences pour s'aider les uns les autres. C'est ça qui nous manque. Après, je me tais, Olivier, pardon, mais est-ce que ce n'est pas le rôle des collectivités locales de faire ça, de vous aider à organiser? Je crois que c'est devant la commission d'enquête que c'est vous qui racontez ça, hein, que c'est Saint-Denis qui vous a aidé. Hein. Exactement. Donc, la collectivité nous aide énormément. Moi, je vous le dis, le président du département, donc Stéphane Troussel, est quelqu'un de formidable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un suivi. On le voit. Il revient vers nous et c'est très rare de voir une telle volonté de vouloir nous aider. Le problème, c'est que la collectivité, elle ne peut pas tout faire. Ce n'est pas possible. Il y a un moment, il y a des manques de moyens, ils sont sous-effectifs. Et vous le savez, dans le département du 93, ce n'est pas le seul projet qui gère. Donc, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'il faut organiser tout un réseau de personnes. Ça peut être des associations, ça peut être. On peut se monter même en fédération de coopératives. Ça pourrait être une fédération de coopératives, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Mais je pense que pour ma part, la seule chose, c'est de mutualiser nos services au-delà du modèle interne de la coopérative, mais de l'élargir sur plusieurs coopératives qui se montreraient en fédération et qui s'aideraient les uns les autres lorsqu'il y a des difficultés. Merci à toi, Brahim. Alors, on a un certain nombre de questions. Je vais donner la parole à Cécilia qui va poser des questions, enfin, qui va intervenir. Merci. Non? Si, ça va venir. Vous m'entendez? Oui, vas-y, Cécilia. Alors, on a deux questions pour démarrer. On a une question de Philippe Loiseau qui dit « Une directive européenne est directement applicable dans les États. Qu'en est-il ou que se passerait-il si la France serait exclue de l'application ?» Première question. Et on a une deuxième question de Guillaume Parent, du PS de Strasbourg. Donc, Philippe Loiseau, qui était secrétaire de section à Berlin. Vous savez qu'on a des socialistes partout dans le monde. La deuxième question de Strasbourg de Guillaume Parent. Ma question serait: comment mettre en cause la responsabilité des personnes morales? Comment donner aux magistrats les armes pour aussi garantir un salaire décent? Manifestement, nous manquons d'une base juridique car les cabis indiquent les gestionnaires. L'UE devrait aussi accéder à la Charte sociale européenne. Nicolas, tu peux peut-être partiellement répondre à ces deux questions? Je peux répondre à la première assez facilement. La deuxième, j'avoue, j'ai eu des problèmes de compréhension. Moi aussi. Sur la première,
Bien, une directive n'est pas directement applicable, sauf dans quelques cas extrêmes. Elle peut le devenir, mais en principe, elle n'est pas directement applicable. Elle doit être transposée dans la législation nationale. Donc, la France sera de toute façon obligée, une fois que la directive sera adoptée, la France sera obligée de transposer cette directive dans sa loi nationale. Et elle doit donc appliquer à travers sa loi nationale la directive. Et si elle ne le fait pas, effectivement, la Commission a toutes les possibilités de prendre des recours, d'engager des recours devant la juridiction européenne. Donc, je crois que sur ce point, c'est clair. Et comme je l'ai dit auparavant, il n'y aura aucun pays qui n'aura une exemption sur cette directive. Il n'y a aucune raison pour accorder des exemptions à quelques pays que ce soit sur cette directive. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, j'avoue, je n'ai pas bien saisi la question. Merci à toi, Nicolas. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de, face à des rémunérations extrêmement faibles, de faire en sorte que les magistrats aient des armes pour lutter contre certaines personnes morales qui sont sur des systèmes complètement indécents. En ça, Nicolas, moi j'avais commencé à travailler sur une autre vision du devoir de vigilance comme un filet de sécurité. Imaginez que lorsque les rémunérations sont absolument anormales, que le travailleur puisse demander à l'entreprise de rectifier les choses et si elle ne le fait pas, on la contraindrait. Mais c'est vraiment un début de réflexion parce que ça pose bien des questions. Et j'ai vu que quand je commençais à évoquer un devoir de vigilance dans le domaine social, certains libéraux étaient extrêmement intéressés en disant ça pourrait remplacer une vraie protection sociale et coûter moins cher. Et je vous avouerai que pour l'instant, j'ai refermé la parenthèse sur cette réflexion qui me semble un peu dangereuse. Sinon, il y a la possibilité, je crois que c'est ce qui s'est passé en France d'ailleurs, de faire un tarif minimum. Hein. Mais alors un tarif minimum qui en ce moment est très très bas. Voilà, c'est ça, oui. Oui, Il y a Brahim qui veut... Ouais, non, je voudrais juste rappeler que le tarif minimum, en fait, c'est vraiment pas la priorité. En fait, on oublie très souvent le tarif eurokilométrique. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est une entourloupe, disons-le clairement. Le tarif minimum qui a été mis en place, c'est encore pire qu'avant. C'est-à-dire qu'on a fusionné les petites courses avec les moyennes courses, vous voyez? Donc, du coup, il n'y a plus de limite, quoi. Vous allez parcourir plus de Brahim, kilomètres, plus de temps. Voilà. dis-nous-en un mot du tarif minimum, comment il a été proposé et c'est combien le tarif minimum de la course, par exemple? Ben là, en fait, ça a été proposé encore une fois par Uber. Je vous rappelle que dans la table, il faut bien rappeler que Uber donc, a un pouvoir dominant. Si Uber n'accepte pas l'accord, ben, les autres plateformes, malheureusement, doivent suivre. Et si, par exemple, les autres plateformes proposent un accord, si Uber refuse, et ben, finalement, l'accord n'est pas applicable. Donc, c'est Uber, encore une fois, qui a proposé ce tarif. Rien n'a été proposé par les syndicats, je le rappelle encore une fois, puisque j'ai suivi les négociations. Et c'est 7,65 €, donc net chauffeur. Mais je rappelle qu'avant, on avait une course minimum à 6 € brut, donc 4,50 net, sauf que c'était des courses de moins de 2 km. Là, finalement, on se retrouve avec 7 € avec des courses à plus de 10-15 km pour 40 minutes. Enfin, c'est du n'importe quoi, quoi. Voilà, on en est. Donc, en fait, on a fait pire que mieux. Voilà. Donc, voilà. Et ça arrange Uber parce que finalement, le client paye encore moins cher. Merci, Ibrahim. Cécilia, tu peux reprendre les questions, je n'y ai pas accès, et peut-être en poser plusieurs. Alors, il y a des remarques plus que des questions, mais que je vais partager avec vous. Jérôme Justy dit que le vrai problème est que le salariat s'obtient aujourd'hui en justice, dossier après dossier, année après année, et soumis donc à un aléa judiciaire constant. La protection sociale ne peut pas rester à l'initiative des travailleurs. L'État doit également, s'il veut défendre l'indépendance, qu'il soutienne les coopératives de travailleurs, ce qu'il ne fait pas non plus. Les travailleurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes sans soutien financier, alors qu'il pleut des millions sur des startups inutiles. Donc, très bonne remarque. De Jérôme. Très bonne remarque. Anne-Juliette s'indigne également. Elle trouve qu'on est tombé sur la tête. Il y a celles et ceux qui souffrent de ne pas avoir de travail et celles et ceux qui souffrent du travail. Il faut repenser le travail et la valeur travail. Nous avons une part de responsabilité dans la mesure où tous les niveaux de
nos structures politiques, nous avons énormément d'élus coupés du monde du travail, très peu d'élus issus d'entreprises du privé. Nous devrions, pour nos élections futures, avoir la volonté et acte pour rétablir cette situation. Très bien. Et alors, ensuite, Siegfried van Verbeke nous dit l'évolution des plateformes développe une forme inquiétante, mais il y a des plateformes entre guillemets vertueuses vers lesquelles pourraient s'orienter ceux qui souhaitent absolument devenir travailleurs indépendants dans des conditions respectables. Ces dernières sont-elles identifiables et sinon, y a-t-il des idées ou des actions pour qu'elles le soient à l'avenir? Donc voilà la question. Peut-être reprendre une autre question, une deuxième question, puisque les autres étaient plus des remarques. Souvent, la raison d'être des plateformes et donc de leur rentabilité, c'est le travail indépendant. Le laxisme du gouvernement constaté par l'équipe de recherche de Dominique doit avoir un motif. L'occupation précaire n'est-elle préférable à la désoccupation? Comment elle s'appelle Et donc là, c'était Angel Talamona qui pose cette question. Merci, Cécilia. Sur la question de Siegfried sur les plateformes vertueuses, on peut citer, je ne trouve plus son nom, la plateforme. Voilà, je cite, merci Dominique, je la cherchais, qui avait décidé de salarier, d'arrêter les auto-entrepreneurs et de partir sur le salariat, mais elle a en France mis fin, enfin pas totalement, à ce système de salariat. Pareil dans les plateformes de supermarchés de livraison de courses, certaines ont décidé de partir avec des systèmes de salariés. Mais c'est un secteur qui est absolument pas stable et qui se cherche énormément. Et autrement, les plateformes vertueuses, elles sont vraiment dans le champ des coopératives. Dominique Médal a dit tout à l'heure, mais peut-être que tu peux compléter, Dominique. Non, je voulais juste compléter sur un point, c'est que par exemple, les URSSAF ont une idée, avaient émis une idée là-dessus, c'est de délivrer un label aux plateformes qui paieraient bien leurs cotisations sociales, leurs impôts en France, etc., en pensant que ça pourrait inciter les autres à mieux se comporter. Je ne sais pas, hein, ils se demandaient si ce n'était pas une bonne idée. Je ferme trop souvent mon micro. Oui, j'ai peut-être deux ou trois observations. La première, je crois qu'effectivement, la voie des coopératives me paraît intéressante. Nous travaillons beaucoup maintenant sur l'économie sociale en général. Et je crois que le lien entre plateformes et des formes de coopératives d'économie sociale peuvent être créées. Et je crois que c'est peut-être une solution aussi pour à la fois utiliser les plateformes, qui est un moyen effectivement d'intervenir sur des marchés. Hein. C'est qu'on ne veut pas supprimer en tant que tel le système des plateformes. Ce qu'on veut, c'est que ceux qui travaillent sur ou avec des plateformes aient des droits. La plateforme n'est qu'un intermédiaire, en effet, mais il faut que ceux qui travaillent avec des plateformes aient des droits. Donc, c'est un volet sur lequel on va travailler. Et on va proposer dans les mois à venir une recommandation qui va toucher aussi à cette question. Il y a un volet concurrence, effectivement, parce que si vous avez des plateformes avec des soi-disant indépendants, des faux indépendants qui ne payent pas des cotisations, et évidemment, ils ont un avantage concurrentiel énorme sur ceux qui jouent selon les règles, qui cotisent, qui payent des impôts. Et donc, il y a un aspect de concurrence déloyale qu'il faut aussi aborder, et notamment par rapport à d'autres formes comme les coopératives qui donnent des droits aux travailleurs. Et la dernière question m'a un peu surpris parce que je crois que dans cette pensée néolibérale qui a fait tellement de mal, cette idée de dire n'importe quel job, c'est mieux que pas de job. C'est ça, en fait, ce qu'on nous a dit. N'importe quel job est mieux qu'aucun job. Et même nous, même notre famille politique, s'est laissé prendre un peu au piège avec cette approche.
Aujourd'hui, il faut aller vers la notion d'emploi de qualité, c'est-à-dire un emploi qui respecte le travailleur, qui respecte ses conditions de travail et qui le paye correctement et qui respecte sa dignité. C'est ça la finalité. Et non pas de dire, bon, effectivement, pour les pauvres gars des cités, il vaut mieux qu'ils travaillent sous des conditions mauvaises qu'ils ne travaillent pas. Ça, ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix digne d'une société où finalement, aussi, il faut voir l'égalité des citoyens, etc. Donc, je crois que pour nous, il faut clairement marquer que ce n'est pas une option, mais que ce qu'on veut, éventuellement, c'est un modèle de plateforme, pourquoi pas, mais avec des droits et non pas de la précarisation de plus en plus généralisée. Franchement, je crois que c'est le message essentiel de la soirée. Nous, socialistes, on n'accepte pas du travail à n'importe quel prix et dans n'importe quelle condition. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller et lutter avec ton expression d'emploi de qualité. Je crois que c'est vraiment le message très important. Donc, l'autre question était beaucoup sur la transparence de l'algorithme et comment, malgré le secret de fabrication et la protection des sources, on pouvait intervenir dedans. Donc, dans la directive de Nicolas, il y a déjà des éléments de réponse sur la transparence de l'algorithme, de même que dans la PPL que j'ai déposée en 2021. Et la semaine dernière, Pascal Savoldelli a défendu une PPL, une proposition de loi également très intéressante, qui allait encore un petit peu plus loin dans la transparence de l'algorithme, pour ne pas accepter qu'au nom du secret de fabrication, on ne puisse pas, on doit accepter les conclusions d'un algorithme. Alors, Brahim lève la main depuis longtemps. Vas-y, un petit mot et puis on prendra les dernières questions parce qu'on arrête à 9h30. Non, c'était juste deux petites remarques. La première, c'était pourquoi ne pas prendre un exemple très concret de coopérative de travailleurs de plateformes numériques et faire un espèce d'observatoire de ces coopératives jusqu'à aller donc à l'échelle européenne. Enfin, on l'a fait avec la directive, on a auditionné énormément de syndicats, des travailleurs et tout ça. Pourquoi ne pas faire le même process, inviter des coopératives justement qui puissent raconter un peu leur histoire, les difficultés, et pourquoi pas trouver une solution pour les aider, pour mettre ce modèle vertueux en avant. Moi, c'est la première remarque que je fais à monsieur le commissaire. La deuxième, c'est qu'effectivement, il y a une PPL donc, qui a été faite par le sénateur Pascal Savoldelli. Et on est sur le questionnement sur les datas, puisqu'on parle beaucoup des algorithmes, mais je vous rappelle encore une fois que le point, donc le premier, le robinet là, qui alimente ces algorithmes, ce sont les datas. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on aille beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il y a quand même des manquements très graves. Il y a de la surveillance, il y a du profilage. Moi, j'ai encore déposé 2-3 plaintes auprès de la CNIL contre ces plateformes parce qu'il y a des manquements très graves et j'ai l'impression qu'en fait, il y a une méconnaissance de ce terrain-là, mais il faut comprendre que ce qui permet de faire fonctionner ces modèles, ce sont nos données. Et il y a une atteinte à la vie personnelle, c'est-à-dire qu'ils vont très loin. Moi, je vais terminer par une chose qui m'effraie. J'ai, moi, une application Doctolib. Pourquoi une plateforme a besoin de savoir mon état de santé? Alors moi, je vais vous donner une réponse très simple. Moi, en tant que travailleur, enfin, si j'ai un problème cardiaque et que de l'autre côté, mon patron le sait, ben, je vais le déconnecter. Ça, c'est la meilleure des choses. Vous voyez? Donc, voyez le moyen de répression jusqu'où? C'est un moyen de répression, les données. Attention, il faut le comprendre. Donc, il faut absolument trouver une solution pour réguler tout ça. Voilà, je voulais terminer et merci de m'avoir donné la parole. Il y a un super bouquin sur ce sujet qui s'appelle Mon patron est un algorithme, d'un chercheur qui s'appelle Valerio Di Stefano, qui est hyper intéressant sur le sujet. Merci Dominique. Cécilia, d'autres questions? Et on va se diriger vers la fin. Préparez vos mots de conclusion. Vas-y. Donc, désolé pour ceux qui n'auront pas eu de réponse, mais je crois qu'il y a beaucoup de questions qui ont déjà connu des réponses ce soir. Juste, il y a un peu un groupement de questions qui soulève la question de l'ubérisation dans d'autres domaines, ça a été évoqué, et qui attire un peu notre attention sur ce sujet. Alors, il y a Jean-Yves qui parle en fait des pompiers volontaires qui ne sont pas reconnus et pour lesquels il y a eu des décisions de justice européenne qui vont dans le sens d'une reconnaissance
mais qui malheureusement n'ont pas été suivis de fait en France. On a aussi une personne qui parle de la jeunesse de ces plateformes numériques et la philosophie anglo-saxonne, la reprise du travail, incluant la réforme de la formation professionnelle depuis 2018, cette méta-réforme et cette méta-organisation de la formation qui a mené aussi à une ubérisation de la formation professionnelle. Enfin, en milieu rural, Olivier explique aussi qu'il y a beaucoup d'artisans, en particulier dans le bâtiment, qui avant étaient salariés et qui maintenant sont auto-entrepreneurs. Donc, on a une précarisation aussi dans les zones rurales, même si ce n'est pas exactement avec les plateformes. Et puis, une dernière remarque de Yasmine qui explique qu'elle est indépendante, mais pas sur une plateforme, elle est en prestation de service. Et c'est un choix de vouloir travailler sur différents projets. Mais quand elle est en mission longue, elle se retrouve souvent éjectée. Elle peut être éjectée du jour au lendemain sans protection. Et on a beau s'être mis au clair sur un devis, on n'a pas tellement moyen de se défendre en tant qu'auto-entrepreneur et qu'indépendant face aux employeurs. Donc voilà, des questions vraiment autour de l'ubérisation au-delà des plateformes dans notre société. Très bien. OK je crois qu'il y a eu des réponses apportées en direct à certains. Je vois une question très très précise de Stéphane Vernac à Nicolas Schmitt. Pourrions-nous encourager la constitution de sociétés coopératives européennes de travailleurs de plateforme? Et il précise, faut-il réviser le règlement et la directive de 2003, Nicolas? Et puis on ira vers un mot conclusif pour chacun. Ton micro, Nicolas. Ce que j'ai indiqué, on travaille actuellement sur, malheureusement, ce n'est qu'une recommandation sur la promotion de l'économie sociale. Dans le plan d'action, d'ailleurs, sur l'économie sociale, on a déjà intégré aussi cette dimension numérique et des plateformes où on peut encourager effectivement le développement des coopératives pour voir comment peut-être on pourra y procéder. Donc, c'est sur la coopérative, sur la loi, sur la directive sur les coopératives, je crois que c'est la directive de 2003, si mon souvenir est correct. Je ne sais pas s'il faut obligatoirement modifier cette directive. Sûrement, je suis prêt à vérifier cela, à regarder ça de près. Mon dernier commentaire, ce serait sur la dernière observation sur l'indépendant. Hein. Vous savez, le traité a été rédigé d'une manière, bon, l'essentiel, c'est quand même de 57. Hein. Donc, on ne savait pas ce que c'était un algorithme, on ne savait pas ce que c'était une plateforme, etc. Donc, le traité a été rédigé d'une manière pour le travailleur, surtout le travailleur industriel, et puis les indépendants qui sont finalement assez absents du traité. Aujourd'hui, on voit que l'indépendant, malgré tout, existe dans beaucoup de domaines. Et je pense que s'il y a un jour une révision des traités, notamment sur le chapitre social, il faut inclure les vrais indépendants. Je ne parle pas des faux indépendants, des vrais indépendants, comme la dame qui vient de prendre la parole, pour dire que, d'ailleurs, ça se passe dans l'un ou l'autre pays où on assure mieux la protection des indépendants que dans d'autres, mais où il faut établir aussi des protections pour les indépendants. Donc, je crois que ça, c'est un volet qu'il ne faut pas perdre de vue. Ce n'est pas l'objet de cette directive, mais qu'il ne faut pas perdre de vue. J'ai rappelé tout à l'heure les lignes directrices sur le droit de conclure des conventions collectives, qui est déjà un progrès d'une certaine manière pour les vrais indépendants, mais je pense qu'il faudra s'attacher aux vrais droits, aux vraies protections dont les vrais indépendants doivent avoir accès. Voilà. Merci pour ce mot, Nicolas. Alors, Brahim, un petit mot de conclusion, puis Dominique et Nicolas, tu prendras la parole.
Non, moi, ça s'adresse à tout le monde. Donc, il faut croire vraiment en ses projets, en ses rêves. La coopérisation est en marche pour ma part. Je vais vous donner un événement qui aura lieu en France, les Jeux Olympiques. On a candidaté. Il y avait beaucoup d'entreprises face à nous qui avaient beaucoup d'expérience. On a été retenus pour la dernière phase de négociation, ce qui est quand même incroyable pour une jeune coopérative comme nous. Donc, il faut toujours croire en ses rêves. Il faut toujours se donner les moyens donc d'y aller jusqu'au bout. Et je voudrais juste dire que les travailleurs de plateforme ne sont pas que de simples tâcherons. Ils peuvent s'organiser et créer eux-mêmes leur entreprise. Voilà. Merci à vous. Des applaudissements nourris pour Brahim, et en te remerciant de ta participation. Et puis la parole à Dominique, en te remerciant également, Dominique. Oui, merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien continuer à dialoguer avec Brahim et puis même peut-être à ce que des chercheurs viennent. Tu as parlé, Brahim, d'un observatoire. On pourrait essayer de regarder tout ça, hein. Sinon, je pense que quand même, il faut donner plus de moyens aux inspections, hein, inspecteurs du travail, inspecteurs des URSSAF, c'est très important, et que la loi aussi leur donne plus de possibilités. Moi, je me demande, cette directive, elle me semble très importante aussi pour réconcilier les gens avec l'Europe et avec l'idée qu'il peut y avoir une Europe sociale qui promeut les droits des salariés. Et je me demande simplement comment on peut peser, nous, comment on peut aider dans cette longue marche de la directive. Merci à toi, Dominique. Nicolas, ton mot de conclusion. Bon, je crois que là, réponds à la question, Dominique, comment on peut peser les Français? Oui, tout à fait. Je crois que je commencerai par là. Je crois que ce que vous faites, le combat que toi, Olivier, que des intellectuels comme Dominique, que Brahim, etc., vous menez, c'est aussi un soutien important à ce travail européen qu'on a engagé. J'espère que, pour moi, c'est essentiel qu'on arrive à une bonne directive. Elle ne sera pas parfaite, mais il faut mettre maintenant un pied dans la porte, parce que si on n'y arrive pas, c'est un énorme danger pour le monde du travail. C'est un énorme danger. Et je crois qu'on aime parler du modèle social européen. Je crois qu'il prend une dimension, d'ailleurs, de plus en plus importante dans toute, même dans une dimension géopolitique. L'Europe ne peut s'affirmer que aussi à travers son modèle social, à travers les droits sociaux, à travers la protection de la santé, des conditions de travail, etc. Et donc, cette directive s'inscrit tout à fait dans cette logique. Et finalement, je crois que les socialistes doivent retrouver le sens du combat pour le travail digne. Je crois que c'est l'origine de la famille socialiste, du mouvement socialiste. Et on en a besoin de nouveau. On croyait que cette affaire était réglée, et je crois qu'on s'est un peu trompé, parce qu'on croyait que, bon, maintenant, il s'agit effectivement uniquement de combattre le chômage, et je ne diminue pas l'importance du combat contre le chômage. Mais on a oublié que combattre le chômage, c'est aussi un combat pour un travail de qualité, un travail digne. Et donc, c'est à la base même de notre combat de socialisme, qui doit être européen, parce qu'on sait très bien que ce n'est qu'à l'échelle européenne qu'on peut faire progresser les choses. Et je crois que cette directive, avec tout le soutien qu'on a dans de nombreux États membres, en France aussi, je crois qu'on peut effectivement marquer un jalon important dans ce combat pour le travail, pour la valeur travail, mais une valeur qui effectivement change la perception des travailleurs. Et j'ai bien noté les 37%. C'est une alerte. C'est une alerte parce que c'est une alerte aussi pour la cohésion sociale. C'est quelque chose, d'ailleurs, j'ai vu les chiffres dans d'autres pays, c'est quand même mieux, beaucoup mieux même. Et donc, ce combat-là doit être poursuivi. Super, bravo à toi, Nicolas. Merci pour cette conclusion. Merci à vous tous. On approche de la fin. Pour ma part, moi qui suis à titre professionnel un vrai indépendant,
je reprends tes propos, Nicolas, disant qu'on n'est pas contre le travail indépendant, mais il faut l'améliorer encore, le travail indépendant, parce qu'il y a bien des endroits où il est insuffisamment protégé et pourvu de clauses sociales satisfaisantes. Par contre, haro sur les faux indépendants, et qui sont vraiment un poison grave. Et donc, ce n'est pas le travail à tout prix. Vous l'avez bien rappelé, Dominique et toi, mais je suis, en mode conclusion, très content du choix de mon parti de commencer ces conventions européennes sur l'ubérisation, et on vient d'apporter un sacré contre-pied à ceux qui pensent que l'Europe est libérale et la France est sociale. On est sur ce sujet de l'ubérisation dans une situation quasiment inverse. Et il faut gagner ce combat. Il faut que tu gagnes ta directive, Nicolas, et il faudra qu'ensuite on gagne la traduction en droit français de la directive, parce que ce sera encore une autre affaire. Donc merci à toutes, à tous. Merci à Cécilia, merci à Gaston de leur participation, de leur contribution. Bonne soirée à vous tous. Merci. Et vive l'Europe socialiste. Merci Olivier, merci. Merci. Bon, À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci. Au revoir.